J'ai parlé à mes auditeurs d'une façon plus personnelle que jamais, quoiqu'en général mon cours soit fondé uniquement sur l'observation personnelle, sur mon expérience propre. Je ne sais pas autre chose que ce que j'ai fait moi-même. Mais enfin, j'ai voulu cette fois insister sur ma personnalité parce que il m'a semblé qu'il était nécessaire de raccorder un ensemble d'idées, peut-être assez divergents, et de faire comprendre la nécessité pour moi d'être arrivé aux conclusions auxquelles je suis arrivé. J'ai par conséquent dû exposer devant l'auditoire mes impressions de jeunesse, de l'âge de 20 ans, à l'époque où, naissant à la vie intellectuelle, consciente, j'ai trouvé devant moi toute une situation philosophique et artistique d'un certain genre, que je leur ai développée il y a quelques instants, en montrant à quel point la jeunesse, cette époque-là, pouvait sentir des inquiétudes devant l'avenir qui s'ouvrait devant elle au point de vue de sa propre production des œuvres d'esprit. C'est un problème évidemment qui se reproduit toujours, mais je crois qu'il a été particulièrement aigu à l'époque dont je parle. À notre époque, il est encore très aigu, mais pas de la même façon. Je l'expliquerai et je l'ai expliqué tout à l'heure aussi. Vers 1890, j'avais 20 ans, eh bien, nous avions devant nous un territoire intellectuel particulièrement nu, en ce sens que ce n'est pas la richesse qui manquait au point de vue des œuvres, mais c'était la diversité, la divergence, le contraste de ces œuvres-là et des philosophies ou des théories esthétiques qui étaient en présence sur le terrain. Il y avait par exemple d'un côté le grand criticisme kantien qui avait balayé le terrain philosophique, mais qui cependant laissait subsister le désir de faire autre chose que de la critique, qui laissait intact le désir de faire une certaine métaphysique. Il y avait à côté les métaphysiques traditionnelles, il y avait le positivisme, il y avait le déterminisme, il y avait surtout l'évolutionnisme. Mais tout ceci nous offrait des voies divergentes et d'ailleurs contradictoires. Il y avait aussi du côté esthétique le grand combat du naturalisme avec ce qui restait du romantisme et la naissance de ce qu'on a appelé plus tard à tort ou à raison le symbolisme. Bref, nous avions devant nous par conséquent de quoi choisir évidemment, mais le choix lui-même était extrêmement embarrassant. Toutefois, il s'en dégageait une idée qui m'a beaucoup frappé et se dégageait pour moi d'une façon très particulièrement intense, c'était de la vitalité même de l'esprit considéré comme producteur de cette diversité. Et je n'ai pas manqué d'observer que notre civilisation consistait en somme, comme toute civilisation, dans un apport, une accumulation d'ouvrages, de traditions, de routines, de procédés, d'habitudes d'esprit, qui constituait ce qu'on pourrait appeler un capital. Et c'est ainsi que j'ai eu la première notion de ce que j'ai appelé, à ce cours même, l'économie poétique, c'est-à-dire quelque chose qui, sur le terrain de l'intellect le plus pur et de la production des œuvres de l'esprit, fut l'analogue de l'économie politique ou de l'économie domestique. Et en effet, j'ai retrouvé là les mêmes notions, transposées sur notre plan, celles de valeur, celles d'échange, celles d'offre, celles de demande, celles de production et de consommation avant tout. Et ça a été là un des premiers points de vue qui m'ont frappé quand messieurs Bédier et Moret, mes confrères, mes collègues, mes amis, ont pensé à moi pour une chaire au Collège de France. J'ai vu cette idée générale de réunir tout ce qu'on peut appeler l'œuvre de l'esprit sous ce chef, sous ce titre, et dans cette méthode qui préside à la constitution d'une économie en général. L'économie se présente toutefois que, en regard d'un individu produisant quelque chose, se trouve un consommateur, et ce consommateur généralement n'étant pas visé directement par l'individu en tant que personnalité, mais comme ensemble. Un homme qui fait un objet quelconque compte le vendre à n'importe qui. Eh bien, dans l'ordre des œuvres de l'esprit, il se passe un phénomène à peu près semblable. Le producteur, le poète, ou le métaphysicien, ou le savant travaille dans son coin, et son travail est destiné à être proposé sur un marché général des œuvres pour que quelqu'un, ou plusieurs personnes, ou beaucoup de personnes, s'en emparent et s'en servent. Il y avait donc par conséquent là une première notion très générale. Puis, pensant encore à mon sujet, examinant de plus près la production, je suis arrivé à certaines conclusions, à certaines
à certaines orientations de mon cours, et c'est ainsi que j'ai fait la théorie de la sensibilité d'abord et de l'action qui en procède, comme étant ce qui rattache la notion d'œuvre à celle de la vie même. Mais tout ceci conduisait aussi à une conception très générale de ce qu'on peut appeler l'esprit comme producteur, et qu'on doit compléter par cette notion que cet esprit, qui dans l'homme joue un rôle très particulier lorsqu'il n'est plus appliqué à ses besoins pratiques, mais qu'il devient chez lui le moyen d'une évolution dont il ignore la direction et le terme. C'est pourquoi je dis quelquefois que l'homme est une aventure, et que, en somme, nous ne savons pas du tout ce que nous faisons quand nous faisons quelque chose. Nous en voyons la partie qui est directement sensible, qui répond à notre désir, à notre but, mais nous ne voyons pas du tout les retentissements suivants. Eh bien, tout ceci constituait pour moi l'embryon, l'ébauche, si vous voulez, l'esquisse d'une doctrine plus étendue, doctrine qui aboutissait, quand je m'amusais à l'appliquer à la vie elle-même, elle aboutissait à remarquer combien toute cette partie de la vie humaine, cette partie à la fois inutile, arbitraire, et cependant si importante, capitale, qui distingue l'homme de tous les autres animaux, combien cette vie-là était en somme une vie non encore organisée et peut-être impossible à organiser. Elle ne cadre pas, elle n'entre pas dans le cadre général de la vie humaine. De la vie, en tant qu'économique ou politique, elle n'y entre pas. C'est pourquoi, il y a quelques années, parlant de ces questions, je me disais, je demandais que l'on songeât à la possibilité de constituer, comme on a constitué une politique du blé, du pétrole, ou de l'or, ou du travail, une politique de l'esprit. C'était peut-être un vœu chimérique, puisqu'enfin l'esprit ne s'intègre pas dans la série des échanges exacts qui constituent la société. Et plus la société sera organisée, plus exacts seront les échanges entre les hommes, entre le producteur et les consommateurs, plus sera-t-il difficile d'y insérer ces produits inutiles. Et cependant, il faut y songer, car après tout, le destin de la race humaine est en somme de poursuivre son aventure.